on va lancer ce webinaire assez rapidement parce qu'on a un contenu assez riche aujourd'hui. On va probablement avoir beaucoup de questions, on va faire le maximum pour y répondre. On a la chance d'avoir avec nous à la fois deux experts sur le sujet, mais aussi deux entreprises qui ont pu éprouver cet exercice-là. On fait aussi, nous, partie du C3D, donc Collège des directeurs du développement durable, et on voit aussi que ce sont des sujets qui sont soumis à interprétation parfois, donc on a beaucoup de questions sur ces sujets-là. Donc ce que je vous propose, c'est d'entamer directement ce webinaire. Je vous demande, s'il vous plaît, de bien, à tout le monde, éteindre votre micro pour que ce soit plus audible pour chacun d'entre vous. On est parti, si vous voulez bien. Donc, je vous laisse passer les slides, si vous voulez. Bien. Donc, je vais laisser prendre la parole, je vais passer la parole donc dans l'ordre à Iris pour vous laisser chacun se présenter et puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Bonjour tout le monde, donc Iris Chabrol, associée en charge de l'activité durabilité chez PKF Arcelon, et je vous en dirai un peu plus sur PKF Arcelon dans quelques instants. Super. Valérie, est-ce que tu as pu nous rejoindre? Oui, bonjour, oui, tout à fait. Super. Bonjour à tous. Donc Valérie Pugnaloni, moi je suis donc la CFO du groupe DMS, qui fait des appareils d'imagerie médicale, donc principalement radiologie et ostéodensitométrie. Merci beaucoup d'être présent pour cette intervention. Rémi. Bonjour à tous, Rémi Rammstein, directeur industriel des achats et de la RSE dans le groupe EBRA, groupe de presse qui regroupe 10 titres dans l'Est de la France. Lucie. Bonjour à tous, moi je suis Lucie, associée chez Positive Company et particulièrement en charge de nos activités conseil. Voilà, et moi je suis le fondateur de Positive Company, c'est moi qui ai eu cette bonne idée il y a 5 ans de lancer ce beau projet qui se développe bien et merci d'être tous présents aujourd'hui. On avance en 2 mots qui sont aujourd'hui les cabinets entre guillemets qui accompagnent nos hôtes. Donc Positive Company existe depuis 5 ans. On est une dizaine de collaborateurs basés à Paris, puis un peu partout en France aussi. Et on a 3 principales activités. On est plus connu, j'ai envie de dire, du grand public pour le label qu'on dessert et qui engage les parties prenantes. Rémi pourra peut-être dire un mot tout à l'heure. C'est plus de 200, on va bientôt atteindre les 250 entreprises labellisées, donc ça commence à faire un volume intéressant de tout type d'entreprises, de tout secteur et de toute taille. Et pas que en France, un peu partout en Europe aussi de plus en plus. On a une deuxième activité un peu moins connue du grand public qui est une activité de scoring fournisseur. Donc on va accompagner des grandes entreprises et plus petites aussi sur l'évaluation RSE de leurs fournisseurs. On travaille avec des entreprises comme La Redoute, Kiabi, Engie, Selectour, Avas Voyage sur ces sujets-là. Et notre troisième métier, c'est une brique conseil finalement qui est transversale et qui s'est spécialisée depuis quelques mois sur l'accompagnement CSRD et avec une spécialisation de matrice de double matérialité. Et justement, si on peut passer au slide suivant, à ce jour, on a pu accompagner, ou on est en cours d'accompagnement, on est quasiment une vingtaine d'entreprises sur ces sujets. On a 3 typologies d'accompagnement. Un accompagnement où on fait tout, de A à Z, on produit des documents. Un accompagnement sectoriel où on va accompagner, comme on peut le voir dans les médias. C'est pas ce qui s'est passé avec le groupe EBRA, mais on peut accompagner aussi de manière sectorielle des entreprises, comme on peut le faire avec la Dépêche. Alors c'est pas tout à fait à jour parce que il y a aussi Ouest France. Ah oui, pardon, ils sont présents. Ouest France, etc. Qu'on accompagne sur un accompagnement sectoriel, ce qui fait que ça réduit fortement les coûts. Et enfin, notre dernier modèle d'accompagnement, c'est celui qu'on a pu faire par exemple pour Bureau Vallée, où on est vraiment en support et en formation sur ces sujets-là et en vérification. Je laisse la parole à notre chère Iris pour présenter cette belle entreprise. Merci Charles. Donc moi je vais vous parler de PKF Arcelon qui compte aujourd'hui 930 personnes et 70 associés répartis dans 30 bureaux en France avec bientôt 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et concrètement, quelles sont nos activités? Les activités traditionnelles d'un cabinet d'expertise comptable et d'audit que vous pouvez voir ici, et puis les activités plus spécifiques d'accompagnement advisory ou d'audit de durabilité. Et moi, donc, je suis en charge de cette activité RSE durabilité que j'ai créée chez PKF Arcelon, que j'avais créée dans un autre cabinet avant. PKF Arcelon, pour information, c'est le résultat d'un spin-off de PwC qui a eu lieu il y a 3 ans. C'était la branche middle market de PwC. Donc, on est plus spécialisé sur les PME, ETI, voire grosses ETI, sociétés cotées. Sur le sujet de la CSRD, on a accompagné les groupes qui sont présentés sur cette page-là, avec de la formation, la réalisation, l'accompagnement sur les matrices de matérialité, les analyses d'écart ou les audits, puisqu'on est également
CAC vert ou auditeur de durabilité, suivant les vocabulaires. Vous voyez qu'on intervient sur des secteurs d'activité assez variés. Aujourd'hui, on va commencer par une petite introduction au contexte de la CSRD pour mettre tout le monde au même niveau d'information sur cette directive. Ça va être rapide. L'objectif européen qui a été annoncé dans le cadre du Pacte vert ou du Green Deal, c'est la neutralité carbone en 2050. La volonté du législateur, c'est de favoriser la pérennité du tissu économique européen en accompagnant les entreprises dans leur réflexion stratégique à moyen long terme, dans le cadre de ce Green Deal et de cette neutralité carbone, et en permettant le financement du coût des entreprises et le financement de leur transition vers des modèles économiques plus durables, plus pérennes. Pour ça, l'Europe incite le système financier, le force avec une autre directive là, qui s'appelle la SFRD, à évoluer vers une stratégie de finance durable de manière généralisée, en quelque sorte, dans le temps. Et pour que le système financier puisse faire cette évolution, faire cette mue, les entreprises vont lui fournir des informations pour qu'il puisse orienter ses flux financiers. Et ça, c'est la CSRD. Et le système financier, lui, comme je l'ai dit, il sera contraint par une directive spécifique. Qu'est-ce qui est nouveau dans cette directive CSRD? Alors d'abord, il y a un objectif de comparabilité qui est essentiel. On vient de le dire, l'objectif, c'est que ces données soient utilisées notamment par les acteurs de la finance pour orienter leur flux d'investissement ou de financement. Et donc, il faut qu'on puisse comparer les entreprises entre elles, en tout cas sur certains sujets. Il y a aussi un principe de double matérialité qui est essentiel, on va en parler pas mal aujourd'hui. On ne doit parler que de ce qui est important. Ce qui n'est pas important, on n'en parle pas. Par contre, ce qui est important, c'est obligatoire d'en parler. C'est ce principe-là. On est sur un champ d'application qui est beaucoup plus large que les réglementations précédentes. Et il y a sûrement aujourd'hui, dans les personnes qui nous écoutent, des groupes qui n'étaient soumis à aucune réglementation de publication obligatoire sur l'extra-financier. Donc, c'est aussi un point important. En termes de périmètre, on est sur un périmètre consolidé. Donc, l'ensemble du groupe, quelle que soit la localisation des entités, qu'elles soient au sein de l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne. Et aussi, on va s'intéresser beaucoup plus à la chaîne de valeur que ce qu'on le faisait par le passé. C'est un document, cette CSRD va donner lieu à la publication des rapports de durabilité. Ces rapports vont devoir être audités par un tiers indépendant avec un niveau d'assurance modéré, c'est-à-dire inférieur à celui qui est émis sur les états financiers, sur l'audit des états financiers. Ce rapport, il sera dans un second temps, pas les premières années d'application, mais dans un second temps, il sera au format électronique européen, c'est-à-dire qu'il y aura un tagging électronique. Pourquoi? Pour qu'il puisse être lu par des ordinateurs, par des machines, et du coup être exploité plus facilement par tout le système financier européen. Et il sera présenté dans le rapport de gestion du groupe et obligatoirement sur le site internet du groupe. Calendrier d'application. Les premières années, c'est soit 2024, soit 2025, et ensuite, c'est au dépassement des seuils. Donc, ça peut être les années d'après en fonction des dates de dépassement des seuils. Et il y a certaines mesures transitoires d'application pour faciliter l'application progressive de cette directive. Il faut garder en tête aussi, ça c'est très important, que c'est une obligation de communication transparente. Cette directive, ce n'est pas une obligation de résultat. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple sur la décarbonation, on n'est pas obligé d'avoir un plan de transition qui soit en accord avec les accords de Paris et l'objectif de 1,5 degré. Par contre, on doit être transparent sur le plan de transition qu'on a ou pas, ou qu'on est en train de mettre en place, et est-ce qu'il est ou pas compatible avec cet objectif de 1,5 degré. Donc, il faut garder ça en tête, la transparence. Ensuite, il y a des normes de reporting communes qui ont été écrites, qui n'existaient pas du tout précédemment. Le reporting extra-financier existait, mais il était sur mesure dans chaque entreprise, ce qui empêche forcément la comparabilité. Donc, vous allez pouvoir conserver des éléments sur mesure dans vos publications, évidemment, mais vous allez aussi avoir à prendre en compte des normes de reporting qui s'appellent les normes ESRS, qui ont été écrites par l'Europe pour encadrer, du coup, non seulement la réalisation des matrices de double matérialité, mais aussi le contenu des rapports. Comment se préparer à la CSRD? On a essayé de schématiser ici 7 étapes, et puis vous verrez qu'il y en a aussi 2 en transverse là. Alors, déterminer son éligibilité, ça peut paraître facile, mais je vous assure qu'on parle très régulièrement à des groupes qui n'arrivent pas à se positionner sur leur date d'éligibilité, donc il y a quand même un petit sujet. Cadrer son projet de déploiement, on va le voir, c'est un projet, c'est sur 18, 24, voire plus de mois. Donc, c'est important d'avoir une démarche de projet et d'avoir ce cadrage. Former les pilotes, sensibiliser la gouvernance, travailler sur la formalisation de sa chaîne de valeur, faire son analyse de double matérialité, évidemment. Ça va ensemble. La 4e étape,
identifier les informations attendues dans votre rapport sur la base des résultats de votre analyse de double matérialité. Regardez de quoi est-ce que vous disposez et donc ce qui vous manque, ce qu'on appelle l'analyse d'écart. Quand vous avez cette liste d'écarts, eh bien les prioriser et élaborer votre feuille de route sur les éléments que vous aurez priorisés pour votre premier rapport de durabilité. Il faut garder en tête que ça va être aussi une démarche de progrès, concrètement. 6e étape, eh bien, déployer vos feuilles de route, rédiger votre rapport, produire les indicateurs qui seront dans le rapport. On ne l'imagine pas forcément parce qu'on entend souvent parler de reporting sur ce sujet-là, mais un rapport de durabilité, ça va être 3/4 des informations vont être des informations qualitatives, narratives. Et seulement 1/4 seront des indicateurs chiffrés quantitatifs. Donc oui, il faut produire ces indicateurs, mais pensez aussi qu'il y a beaucoup de rédactionnel, d'explications, et c'est nécessaire dans cette matière qu'est la RSE, la durabilité. En 7e étape, auditer, et quand on est sur un document fiable et qu'on peut communiquer sereinement, eh bien communiquer. En transverse, envisager un outil de reporting et réfléchir au choix de son futur auditeur. Sachant qu'on ne l'a pas dit au début, mais il y aura évidemment une séance de questions-réponses à la fin. Et si vous souhaitez mettre des questions déjà dans le chat, n'hésitez pas. Là, on introduit la notion de matrice de double matérialité. Alors, très rapidement, on est très habitué à la matérialité financière qui est comment est-ce que tout ce qui m'entoure impacte mon entreprise. Et donc, quels sont les risques qui pèsent sur mon entreprise en lien avec ça. Donc, par exemple, on sait tous qu'on a un risque juridique, un risque d'image, et c'est des choses soit qu'on avait formalisées, soit pas, mais en tout cas qu'on avait en tête. Cependant, il y a quand même un travail de clarification de ces sujets-là et d'homogénéisation de la compréhension au sein du groupe. La matérialité d'impact, elle est un peu nouvelle, souvent on la considérait moins. C'est comment est-ce que mon activité et l'ensemble de ma chaîne de valeur, donc tout l'amont et l'aval, comment est-ce qu'on impacte positivement ou le plus souvent négativement, l'environnement au sens large, c'est-à-dire l'environnement, mais aussi les personnes, la société. Et là, on va du coup aller chercher ces impacts-là et les prendre en compte ensuite dans la réflexion de durabilité qu'on exposera dans le rapport. Lucie, je te passe la parole sur les étapes de la matrice. Merci beaucoup, Iris. Alors, en effet, on va regarder ensemble comment concrètement bâtir son analyse de matérialité. Donc, la première étape, c'est de formaliser sa chaîne de valeur pour bien identifier l'ensemble des activités en amont et en aval et pouvoir y associer des ressources, des parties prenantes touchées et puis enfin, identifier ses impacts, ses risques et ses opportunités. Il faudra aussi bâtir sa cartographie des parties prenantes si vous ne l'avez pas encore fait pour avoir une démarche complète. La deuxième étape vise du coup à identifier les impacts positifs, négatifs, ses risques et ses opportunités. Et là, vous pouvez vous appuyer de normes sectorielles, de normes internationales. On conseille, nous, de s'appuyer sur le standard SASB qui produit des normes sectorielles qui permet d'identifier des sujets de durabilité associés à chaque secteur. Vous pouvez aussi utiliser le Global Risk Report du Forum économique mondial. Et puis enfin, vous appuyez sur toutes les études produites par vos syndicats professionnels ou les ONG. Et bien sûr, regardez les matrices de matérialité simples ou doubles réalisées par votre marché ou vos concurrents. Enfin, il s'agit l'étape d'après, c'est de pouvoir classer ces impacts, ces risques et ces opportunités par ordre d'importance. Et là, la CSRD nous indique des critères pour nous aider à les hiérarchiser, ou des critères qui reposent sur la gravité et la probabilité. Pour vous aider à améliorer la qualification de vos impacts, vos risques et vos opportunités, et puis la hiérarchisation, vous pouvez vous appuyer sur vos parties prenantes, donc vos experts internes et externes, qui, au travers d'enquêtes qualitatives, entretiens qualitatifs, par exemple, vous permettra de récolter la donnée qui permettra de justifier la qualification d'un impact, et puis d'améliorer sa robustesse et puis l'identification de tous vos impacts, vos risques et vos opportunités. Et puis pour vous aider à les classer, à la cotation, vous pouvez aussi vous appuyer sur des enquêtes quantitatives que vous pourrez envoyer à vos clients, vos salariés, vos fournisseurs pour affiner la cotation. Enfin, une fois que vous avez vos IRO les plus matériels, vous devez analyser la matérialité des data points et puis à intégrer l'ensemble de ces résultats à votre analyse d'écart pour les intégrer à votre feuille de route CSRD. Merci beaucoup.
Comme le disait Charles en introduction, on a la chance aujourd'hui d'avoir 2 témoins que je remercie chaleureusement, donc Valérie et Rémi, qu'on va interviewer sur ces sujets de déploiement de la directive CSRD et de réalisation de cette analyse de double matérialité. Alors, ils l'ont dit très rapidement, on a quelques informations clés ici sur leur groupe. DMS Imaging, c'est 30 années d'innovation au service du diagnostic médical. Et Valérie l'a dit, une gamme de systèmes d'imagerie médicale complète. Bientôt 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 120 collaborateurs. Leurs produits sont évidemment diffusés sur un marché mondial et ils sont sur une double cotation boursière à Paris et Bruxelles sur des marchés non réglementés. Ils n'étaient pas soumis à la DPEF et ils étaient soumis à la CSRD a priori en 2025, et puis l'éclairage qui a été porté par la DG Trésor dans une notice sur notamment les seuils et le nombre d'années de dépassement de seuil pour déclencher la soumission à la CSRD a éclairé les choses, et en fait, ils sont soumis en 2026 a priori. Le groupe EBRA est le premier groupe de presse quotidienne régionale française, avec 9 titres de presse, mais Rémi disait 10 tout à l'heure, donc le périmètre a évolué récemment. 800 000 exemplaires par jour, plus de 3 millions de lecteurs print, plus de 17 millions de pages Internet vues par jour, sachant que c'est le pôle média du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Donc leur actionnaire est le Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Et de ce fait, ils sont soumis à la CSRD en 2024. Ils étaient contributeurs à la DPEF de leur actionnaire et ils sont labellisés Positive Company. Pour préparer cette table ronde, on leur a posé des questions en entretien un peu préalablement et on leur a demandé notamment si vous deviez refaire cet exercice de double matérialité et de début d'analyse d'écart pour EBRA, qu'est-ce que vous changeriez en fait, hein, et donc quels sont les conseils que vous avez à donner lors de ce webinaire? Là, ils nous ont répondu tous les deux, rien. Donc on s'est dit ok, donc c'est qu'on a les bons témoins, très bien, allons-y. Alors on va commencer par le pilotage. Donc Valérie, elle l'a dit, elle est DAF, et donc le pilotage, il a été DAF plus RAF, hein, donc son équipe. Et le pilotage chez EBRA, il a été plus orienté par Rémi, donc direction industrielle des achats et de la RSE, quelqu'un de l'équipe RSE et un petit peu de fonction finance avec quelqu'un de la fonction conso. Ensuite, je vais vous passer la parole, Valérie et Rémi, sur les contributeurs à cette réflexion que vous avez menée dans vos groupes. Valérie, vas-y, je t'en prie. Oui, alors nous, donc ça a été quand même évidemment piloté, comme tu le disais, par la fonction finance. Ça n'empêche que c'était un projet CODIR. On a quand même créé un comité chez nous, RSE, particulièrement, parce qu'il n'existait pas, hein, particulièrement parce que la CSRD est arrivée. Et que pour nous, c'était un sujet très transverse, en fait. Donc, l'ensemble du CODIR a été impliqué. Je dirais une grande partie des fonctions, finalement, étaient impliquées, rien que pour arriver à identifier tous les risques, tous les intervenants, tous les acteurs de la supply chain, pouvoir estimer correctement les matérialités, etc. Donc, vraiment, je pense que ça regroupe quand même une grande partie finalement de l'organisation et des services, avec plus ou moins évidemment de facilité, on va dire, parce que les personnes sont plus ou moins convaincues et conscientes de l'enjeu qui est derrière. Certaines personnes peuvent être conscientes de l'enjeu, mais pas convaincues de ce projet-là, de la CSRD en lui-même, en disant c'est quelque chose qui est hyper lourd et qui va pas changer grand-chose, donc assez reluctant. Mais de l'autre côté, on avait des personnes qui pouvaient venir de grands groupes industriels au CODIR, comme Valeo, etc. Donc des gens qui sont extrêmement sensibilisés à ça. Certaines fonctions étaient extrêmement sensibilisées, comme la supply, tout ce qui était RH et d'autres beaucoup moins, et qui ont mis énormément de temps à comprendre finalement l'intérêt et l'opportunité que pouvait représenter cette communication pour le groupe quand on est plutôt bon, entre guillemets, sur la partie RSE, ce qui est le cas pour DMS Group. Super, merci Valérie. Rémi, on t'écoute. Oui, bonjour à tous. Peut-être pour expliquer la particularité de cette fonction direction industrielle et RSE, le bilan carbone d'un groupe de presse chez nous, mais chez nos confrères, intègre au final 50% de la trace carbone sur le transport pour la distribution et la consommation industrielle du papier et des consommables presse. Voilà pourquoi le sens d'une direction industrielle dans des fonctions RSE. Et ça prend tout son sens quand en plus on est acheteur. On arrive à boucler beaucoup de choses soi-même avant de répondre à la partie sociétale qui est animée par les DRH et d'autres.
Chez nous, le sujet, il était pris en main par le COMEX, avec un premier regard de vision d'une obligation européenne complémentaire, mais aussi prise en étau par notre actionnaire, le Crédit Mutuel, qui est très en avance sur tous ces points ESG depuis des années. On a pris le point à l'envers, on s'est dit ça doit être une opportunité de mise en place et d'organisation de la RSE plutôt qu'une contribution avec des contraintes complémentaires. Et donc on a mené le projet directement avec le COMEX. En tout et pour tout, il y a 400 contributeurs, on y reviendra après, mais en tout cas, c'est le comité exécutif d'EBRA avec ses 12 membres qui a animé tout le cheminement avec 3 réunions plénières sur la première partie de l'année, donc en janvier, mi-parcours de juin et en juin. Il y a eu des interviews individuelles pour tous les membres du COMEX, des questionnaires individuels massifs qui ont été envoyés après, mais aussi pour tous les membres du COMEX. Et on a embarqué tous nos codires et une grande quantité de parties prenantes. Il faut, au début du projet, quand l'entreprise n'est pas mûre ou qu'il y a des disparités de profil, comme on le disait tout à l'heure chez Valérie, il faut beaucoup de pédagogie, de vulgarisation, d'adaptation. Quand au début vous parlez de CSRD, de matrice de double matérialité, d'IRO, d'impact, impact positif, négatif, ESR, vous ressemblez à un monstre. Et vous leur dites tout ça c'est pour quitter la DPEF et ça rajoute encore une couche. Donc il faut beaucoup de pédagogie. Il a fallu à chaque réunion remettre une planche très pédagogique en francisant, en vulgarisant les termes et en expliquant de manière très concrète ce que c'est qu'un impact. Et on aime bien prendre un exemple qui est proche de la presse, c'est de dire en gros, voilà, de manière très concrète, nous on distribue des journaux, c'est 25% de notre trace carbone. Parce qu'on pollue avec nos camions. On a un impact sur le climat, mais le climat, quand il est déréglé et qu'il nous fait des intempéries et qu'il y a des inondations, il nous empêche de distribuer nos journaux. Voilà des cas concrets qu'il faut amener au plus haut niveau de l'entreprise pour que ce soit compris, assimilé et interprétable aussi, pour que la culture arrive. Donc ça nécessite beaucoup de temps. En tout cas, la posture qui a été prise dès le débat, qui était de dire on veut amener de la valeur avec ce projet et pas de la contrainte, est gagnante. Et aujourd'hui, l'ensemble du COMEX a été vu par notre actionnaire. Et en fait, maintenant, ils savent parler CSRD, ce qui est le bon point. Et c'est pour ça qu'on ne changerait rien à la démarche, elle est réussie. Super, merci Rémi. Ensuite, on a une question sur le calendrier. Aujourd'hui, 26 septembre 2024, vous témoignez. Quand est-ce que vous êtes lancé et quels conseils vous donneriez aux personnes qui nous écoutent sur le calendrier? Alors nous, chez DMS, je dirais qu'en tout cas, on s'est lancé très très tôt finalement par rapport à la date finale d'applicabilité, puisqu'on est concerné qu'en 2026 finalement. On pensait être concerné en 2025, donc pour nous, ça voulait dire que les process qu'on voulait qu'ils soient en place pour pouvoir driver correctement les indicateurs qui nous apparaissaient le plus important devaient être en place et effectifs dès le 1er janvier 2025. Donc on s'y est mis 18 mois avant, on va dire. L'idée étant de pas forcément travailler à fond pendant 18 mois, mais travailler intelligemment pour essayer d'être efficace. C'est-à-dire qu'on voulait, pendant les premiers mois, donc 3-4 mois, faire ces doubles matérialités pour identifier bien, finalement, les zéros qui étaient significatifs pour nous. Pour après, évidemment, se donner du temps pour écrire tout ça, derrière ce qu'on faisait, etc. Mais pas juste ce qu'on faisait bête et méchant. On s'est dit, bah, quitte à savoir ce qui est significatif et sur quoi on va devoir communiquer, autant le savoir très tôt pour pouvoir, pendant une période, 6 mois à 1 an, travailler également en parallèle pour pouvoir, entre guillemets, communiquer mieux et des process qui correspondent plus à ce qu'on veut être comme société. Et donc, du coup, quelque part, même si on cherchait absolument pas à être best in class, c'était absolument pas l'orientation de DMS, c'était simplement, voilà, voir cette contrainte aujourd'hui comme une opportunité aussi de montrer ce qu'on a été capable de faire. Voilà. Merci. Donc, moi, je pense que 18 mois, ça peut être très intéressant quand on connaît pas du tout finalement ce sur quoi on va communiquer et qu'on veut pouvoir maîtriser un petit peu la communication qui sera sortante. Merci Valérie. Rémi,
sachant que vous êtes soumis 2024 du fait de votre actionnaire, comme on l'a dit déjà. Voilà, donc nous on est un peu plus sous contrainte. Je dirais il faut, surtout pour les suivants, puisque les démarches commencent à être comprises, analysées, les FRAG à éditer ces éléments. Mais il faut au minimum 12 mois plus la digestion, comme disait Valérie. Il faut du temps pour embarquer le CODIR, il faut tomber d'accord avec les parties prenantes et que le CODIR accepte les parties prenantes à consulter. Il faut analyser un benchmark extérieur, bien comprendre ce que font les confrères et pas qu'au niveau national, au niveau européen aussi, voire plus. Il faut définir ces seuils de cotation et revenir plusieurs fois dessus, les rassembler, les redébattre sur leur importance. Après, il faut collecter la data, préparer le narratif et, dans notre cas, se faire pré-auditer par notre actionnaire pour vérifier que tout est conforme à leurs attentes. Et il faut penser qu'il peut y avoir des décalages calendaires. Donc nous, on a commencé à réfléchir à ça lors du budget 2024, donc à partir d'octobre dernier. Ça a mûri fin janvier. On a démarré la mission avec Positive Company au début du premier trimestre. Et on a réussi à établir notre matrice de double matérialité en juin. L'idée du calendrier, c'était de se donner 6 mois pour établir la data à recueillir. Et on sait que l'été ne fonctionne pas vraiment, qu'il y a beaucoup d'absents. Et donc là, on est en train d'accélérer le mouvement sur le fait de rassembler cette data, de la normer, de préparer la collecte la plus automatique possible et surtout de préparer le narratif en conséquence pour alimenter le système qui, certes, nécessite une collecte au plus tard fin janvier pour éditer le rapport de durabilité mars prochain au plus tard. Mais notre actionnaire est déjà en train de nous poser des questions et de nous demander quels sont les éléments qu'on remonte. Ils ont d'ailleurs déjà retenu les 5 ESRS principaux qui vont éditer dans le rapport de durabilité consolidé. Donc oui, 12 mois, c'est le minimum, mais ça veut dire que le budget est préparé, qu'on sait comment on va le faire et qu'on œuvre pleinement dessus pendant une période intense. Oui. Ok, merci Rémi pour ce retour d'expérience. Et vu qu'on est donc en septembre 24, on voit que c'est sensible comme sujet. Lucie? Oui, et pour vous aider à hiérarchiser, à identifier les impacts, les risques et les opportunités, est-ce que vous vous êtes appuyé sur des parties prenantes et si oui, comment les avez-vous sollicitées, Rémi? Oui, on a en tout et pour tout 400 personnes qui ont travaillé sur le sujet, près de 380 parties prenantes complémentaires au CODIR et au COMEX. On les a identifiées. On a dû, lors de l'identification, changer un petit peu le fusil d'épaule de temps en temps, parce que quand on les avait identifiés, il fallait leur dire qu'on voulait les solliciter pour la CSRD. Certains ne souhaitaient pas y participer, certains ne comprenaient pas ce que c'était. Donc il y a eu un petit travail préparatoire. Derrière, il faut mener des entretiens qualitatifs avec. Donc il y a eu 24 entretiens qualitatifs qui ont été menés. De là, on en a tiré les IRO principaux. Après, on a construit un questionnaire qu'on a soumis à près de 380 personnes qui concernait des salariés, des fournisseurs, des experts extérieurs, des clients en vente, des clients publicitaires dans notre cas. Et puis au résultat, on a reconsolidé tout ça et puis on a soumis une nouvelle cotation et une nouvelle décision de cotation au COMEX pour qu'ils décident de ce qu'on retient et de ce qu'on ne retient pas. Globalement, on leur a prémâché le travail et ce qu'on a proposé a été plutôt stable par rapport à leur décision finale. Et c'est important de le faire comme ça parce que ça vous met dans une démarche qui est intègre et qui est durable. Et vous créez à travers ça votre comité RSE finalement, que vous pouvez solliciter régulièrement pour répondre à vos questions futures d'organisation, de stratégie. Super, merci beaucoup Rémi. Est-ce que vous, Valérie, vous avez sollicité des parties prenantes ou vous souhaitez le faire à l'avenir? Oui, alors nous, avec le report d'une année de l'applicabilité pour DMS, on a un petit peu stoppé, on va dire, cette partie-là.
On a été jusqu'à la fin de la double matérialité, mais on a décidé pour l'instant de ne pas interroger les parties prenantes pour le faire en fait une année plus tard, pour être plus proche de la publication, pour avoir des informations plus récentes et certainement plus à jour des derniers changements qu'il pourrait y avoir dans l'écosystème ou simplement dans notre manière de travailler pendant l'année qui va s'écouler. Que pour l'instant, pas encore, mais c'est prévu. Super, merci beaucoup. Merci pour ce sujet parties prenantes. On voit qu'il y a les parties prenantes internes, les parties prenantes externes, le mode de consultation, le calendrier de consultation, donc encore des choix variés à opérer. Pour faire ces analyses de double matérialité et ces cheminements sur le déploiement de l'ensemble de la CSRD, vous avez choisi d'être accompagné. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, pour un groupe comme nous, on est quand même un petit groupe, hein, on est 130 personnes. Ça me paraissait indispensable. J'adore le reporting, j'adore les normes. Enfin, là, je suis DAF, mais là, pour le coup, c'était quand même quelque chose d'assez impactant et d'assez nouveau pour moi. Et cette histoire de double matérialité était quand même un concept pour moi un petit peu nouveau. Donc, du coup, il me semblait important pour pouvoir le maîtriser rapidement et l'appliquer de manière efficace pour pas y passer trop de temps et de communiquer de manière finalement peu concise. Ça me paraissait important d'être accompagnée, je le regrette pas. Au-delà de l'accompagnement, on a vraiment commencé par 2 jours de formation qui ont été essentiels, je pense, pour les pilotes, on va dire, du projet en interne. Cette formation était autant d'un point de vue, on va dire, normatif que finalement comment allait s'organiser la démarche, etc. Et ça, du coup, ça nous a permis de se projeter tout de suite et je pense de gagner énormément en efficacité ensuite. Donc, pour être transparente, hein, on n'avait pas contacté que PKF. On avait contacté d'autres cabinets également. Mais PKF, c'est clairement à différencier dès le départ et c'est vraiment adressé par rapport en alignement finalement par rapport à un besoin pour entre guillemets un petit groupe comme le nôtre, parce que il y en a des très bons certainement, mais qui s'adressent vraiment sur des tailles de projets qui sont beaucoup plus CAC 40 ou SPF 120 peut-être, mais absolument pas pour les petits de la bourse. Voilà. Merci Valérie. Rémi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet de l'accompagnement? Très similaire à Valérie. Donc, très clairement, il faut se faire accompagner, ne serait-ce que pour donner un peu de consistance au projet face au COMEX qu'il faut embarquer dès le début. Le fait d'avoir quelqu'un derrière qui a participé aux échanges avec le COMEX rendait la démarche beaucoup plus professionnelle, sérieuse et garantie. Ça, c'était important. Pourquoi se faire accompagner et par qui se faire accompagner? Nous avions, comme Valérie, pris les grands cabinets avec qui on travaille d'ailleurs, et dans le groupe bancaire et dans le groupe de presse. Et très vite, on s'est rendu compte que peu de gens comprenaient les webinars qui étaient proposés. Plus on en écoutait, plus on s'enfonçait. Et les webinars qui étaient faits par Iris et Positive Company étaient beaucoup plus digestes et nous ont permis d'accrocher et de comprendre que c'est une opportunité plutôt qu'une contrainte. Et c'est cet élément clé qui nous a fait prendre le choix de la structure, d'autant plus que la structure Positive Company connaît notre société, notre modèle d'affaires et les enjeux de nos activités, ce qui a permis d'accélérer très vite la première phase de la CSRD. Donc, on souhaitait une société qui puisse vulgariser, qui puisse avoir une approche humaine, une équipe de consultants réduite et pédagogue. Et c'est suite au tri des webinars dès fin 2023 qu'on a décidé de le faire avec Positive Company. Super, merci Rémi pour ce retour d'expérience et les outils pour trier les consultants. Valérie, vas-y. Ouais, je voudrais juste rajouter quelque chose parce que au-delà de l'accompagnement, on pourrait dire je vais me former et la formation va suffire. En fait, on se rend compte que quand on se retrouve à effectuer de la double matérialité et qu'à chaque fois il faut se remettre sur l'ensemble de la supply chain et que il faut aussi ne pas du tout penser à ce qu'on a mis en place pour mitiger les. En fait, il y a plein de réflexes à avoir qu'on n'a absolument pas naturellement. Naturellement, on ne se rendait pas compte, nous, on s'auto-censurait tout le temps, en fait, parce qu'on avait déjà mitigé le risque, parce qu'on ne pensait pas du tout en amont ou en aval. Donc, en fait, au-delà même de connaître la norme,
je pense que l'appliquer avec quelqu'un qui est quand même habitué à le faire, en tout cas pour les débuts, ça me paraît indispensable. On peut peut-être aussi rajouter le fait d'être parmi les premiers, de ne pas avoir d'outils, de s'appuyer sur un organisme qui a un outil, certes simple, mais efficace. Donc ça règle aussi un autre point, c'est-à-dire on n'est pas en train de chercher d'abord l'outil et de faire la démarche après. Et après, ce que tu dis, Valérie, c'est très important, c'est quand on est partie prenante de son activité, je vais prendre mon cas, directeur industriel, j'aurais tendance à mettre en avant les IRO qui sont plutôt liés à la production, à la partie environnementale et moins à la partie sociétale. Alors que quand on rentre dans une démarche avec un expert extérieur qui est neutre dans tout ça, il vous met en évidence la notion de produit, de client. Et là, vous avez la chance de regarder votre entreprise et votre activité différemment. Super, merci beaucoup. Vous nous en avez parlé au cours de l'ensemble de vos témoignages là, sur les différents points, mais on a une question dédiée là-dessus, c'est quel a été votre vécu à vous deux, et puis le vécu de l'ensemble des personnes qui ont été appelées à contribuer dans l'entreprise. Et à date, comment est-ce que vous pouvez résumer les apports de cette démarche, en fait, de cette réflexion, de sa formalisation, des entretiens, etc. Moi, je dirais peut-être 3 mots. Pragmatique, simple et transverse. Et pour moi, ces 3 mots étaient un peu des mots-clés, c'est-à-dire que c'est un sujet qui touche tout le monde, sauf que tout le monde n'en est pas conscient. Donc déjà, arriver finalement à fédérer, et ça c'est quelque chose que clairement, grâce à PKF, on a réussi à fédérer autour du sujet, même si pour certains, ça reste aujourd'hui pas forcément le cœur de notre métier. En tout cas, aujourd'hui, tout le monde est conscient que c'est un enjeu transverse pour l'ensemble de nos départements. Pragmatique, parce que, comme on le disait, c'est des outils quand même finalement, à aujourd'hui, finalement simples, mais appliqué avec les bonnes discussions, finalement, c'est extrêmement efficace. Et je dirais bien préparé sur l'ensemble. Donc, on a optimisé clairement le temps que nos équipes ont dû dédier au projet et aussi nos contributeurs. Chaque entretien était préparé en amont avec PKF. En arrivée, on avait des questions hyper ciblées. Les contributeurs étaient extrêmement surpris de savoir qu'on s'était déjà posé autant de questions, qu'on avait déjà en fait finalement pré-mâché cet entretien et qu'on voulait qu'il valide des choses et qu'il complète évidemment par ce qu'on ne savait pas ou ce qu'on ne pouvait pas deviner ou ce qu'on ne pouvait pas savoir. Donc voilà, donc moi j'ai trouvé ça une très bonne démarche, très efficace, pragmatique et finalement simple. Et ça, je pense que c'est important parce que j'ai pas peur de l'année suivante où il faudra que je refasse et peut-être que j'aurai pas eu le temps de trouver encore un nouvel outil ou peut-être que demain, si on doit le réappliquer, je me sens capable de le mettre à jour pour l'année suivante. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important parce que la première année, appliquer quelque chose avec un outil qu'on ne maîtrise pas, selon l'outil que c'est, l'année suivante est bien plus compliquée. Merci Valérie pour ce retour détaillé et je pense très instructif. Rémi, qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur le vécu par toi, par les autres et les apports que tu as pu constater à l'issue de ces démarches? Alors le vécu, on l'a dit tout à l'heure, première approche c'est indigeste, il faut du temps pour que ce soit rendu digeste, mais il faut aussi des experts en face qui nous aident à le rendre digeste. Le résultat, c'est que les livrables sont opérationnels et c'est utile au fonctionnement de l'entreprise. On avait aussi, par ce cheminement, évité de s'interroger sur les FRAG, les normes, la francisation, etc. Tout ça, ça a été fait par le prestataire. Et c'est une réussite. La réussite, c'est quand le COMEX et PDG présentent la CSRD sectorielle à son actionnaire et que l'actionnaire se rend compte qu'on a un langage CSRD. La réussite, c'est quand un DAF vous dit pendant 6 mois, je comprends rien à la CSRD, et à l'exposé au bout de 6 mois des résultats des travaux, il dit enfin j'ai compris. Et ça passe par des éléments de ce type-là où l'actionnaire, quand il regarde ce qu'on a fait, qui vous modifie quasiment rien,
si ce n'est à la marge des regroupements ou des éléments écartés parce qu'ils ne sont pas financiers, et bien sûr pour une banque c'est important, ou parce que dans le tableau on ne fait pas apparaître clairement si c'est positif ou négatif. Vous dites on est vraiment à la marge, on a réussi le projet. Et donc pour moi c'est vraiment une livraison opérationnelle qui a été très très utile. Ouais. Et je crois que vous avez même eu un premier volet d'audit, Rémi, sur les travaux de la double matérialité. Oui, donc on a aujourd'hui même accéléré le planning puisque on s'était dit on fait le recueil de la data et du narratif d'ici fin décembre et en janvier on en discutera avec notre actionnaire et en fait non, ils ont décortiqué la CSRD et très vite ensemble on est tombé d'accord sur le fait de retenir les 5 IRO qui vont être consolidés et maintenant on est en train de collecter la data et de faire le narratif. Donc on fonctionnera aussi à différents niveaux, c'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure, il y a l'obligation de parution d'un rapport de durabilité, mais aussi de parution dans un site internet. Donc le consolidé bancaire va intégrer EBRA dans une notion d'IRO réduit, les plus importants, ceux qui retiennent eux dans leur politique groupe. Mais nous, EBRA, on va devoir mettre en place l'édition sur notre site internet d'une démarche complète qui est sectorielle et qui est la nôtre. Et donc c'est doublement intéressant parce que on est pris par le groupe et en même temps on a notre démarche propre et l'adhésion de l'ensemble des managers sur le sujet. Super, c'est clair. Merci beaucoup, Rémi. Il y a une question que je vais la poser, je vais même donner la réponse aussi, qui peut paraître un peu simpliste, mais que tout le monde nous pose et que tout le monde se pose en fait, c'est combien d'IRO? Alors IRO, impact, risque, opportunité, c'est ce qu'on identifie quand on mène la démarche d'analyse de double matérialité. Et quand on explique cette démarche, les entreprises très rapidement demandent « Ah ouais, mais combien du coup ?» En général, en moyenne, il y en a combien? Alors concrètement, ce qu'on constate là dans ces deux exemples, c'est chez DMS Imaging, il y en a eu 48 de recensés. Et sur ces 48, il y en a 15 de matériel à ce stade. Comme le disait Valérie, il y aura peut-être une consultation d'autres parties prenantes, non pas que internes, mais également externes dans le futur. Aujourd'hui, c'est ça les stats. Et chez EBRA, 58 identifiés, 38 matériels et 5 retenus par la maison mère, comme vient de le dire Rémi. Et EBRA, ils ont déjà fait leur matrice au sens visuel du terme. On la voit ici. Vous pourrez la regarder dans le support que vous recevrez. Il y en a 5, comme on l'a dit, qui ont été sélectionnés par la maison mère, donc Crédit Mutuel Alliance Fédérale, l'actionnaire du groupe EBRA, qui sont en bleu ici. Tous les autres qui sont au-delà des seuils de matérialité qui ont été fixés à 2 dans la matérialité d'impact comme dans la matérialité financière. Tous ceux qui sont ici verticales et ici horizontaux sont considérés comme matériels au niveau EBRA. Voilà. Alors avant de passer peut-être s'arrêter rapidement, Iris, pour donner ce qui est assez étonnant aussi dans la démarche, mais ce qui est intégré dans le cheminement CSRD, c'est qu'au final, on regroupe des éléments, déjà pour que ce soit lisible, mais d'autre part, on en écarte aussi, alors pour différentes raisons. Hein. On voit par exemple dans la partie jaune, sous le seuil de 2 qu'on n'a pas retenu, que l'éthique des affaires et la prévention de la corruption n'a pas été retenue, ni par nous, ni par le groupe bancaire. Alors ça vient de notre activité globale, c'est que gérée par le groupe bancaire, l'éthique des affaires et de la prévention de la corruption est le point clé initial de toutes les affaires. Donc on a tellement de surveillance, de contrôle, de formation sur ce sujet-là que pour la CSRD, du coup, c'est pas que c'est pas important, mais ça n'apparaît pas comme un sujet prioritaire de gestion de la CSRD, puisque c'est déjà géré. Voilà le type d'exemple qu'on n'aurait jamais imaginé si on n'avait pas eu l'accompagnement de la démarche avec un prestataire qui s'était rapproché de toutes les normes avec les FRAG pour nous expliquer ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut regrouper et ce qu'il ne faut pas retenir. Merci Rémi pour ces précisions. Et effectivement, il y a des regroupements, c'est-à-dire que, on disait tout à l'heure 38 retenus par le groupe EBRA, voilà, il n'y en a pas 38. Hein. Donc il y a eu des regroupements pour les faire figurer sur un visuel qui soit lisible, même si là, à l'écran, je suis bien consciente que vous pouvez pas le lire en détail. En conclusion, avant de vous laisser la place pour poser des questions, on a recensé 10 conseils pour déployer la CSRD dans votre groupe. Alors, on l'a dit à plusieurs reprises, sensibiliser la direction pour l'embarquer. Essentiel. Se former pour internaliser la compétence. Parce qu'en fait, la CSRD, c'est pas cette année. La CSRD, c'est à partir de cette année.
Et puis, ça ne va pas s'arrêter après. Ça va évoluer, ça va progresser, ça va se développer, ça va se réorienter peut-être. Mais ça va être quelque chose de permanent chaque année. Donc, se former, internaliser la compétence, essentiel. Être transversal, réunir des fonctions multiples, donc financières, opérationnelles, RSE, etc. Rémi et Valérie, vous l'avez dit tous les deux, ça a aussi été un facteur clé de succès. Utiliser des benchmarks et des analyses sectorielles. Lucie en a cité un certain nombre quand elle est intervenue sur l'identification des IRO dans la matrice de double matérialité. C'est un travail collectif en partie, en fait, cette réflexion de matérialité et d'identification de mes risques et de mes impacts. Et dans ce collectif, soit on se rassemble, comme le disait Charles en début en parlant des références, soit on se rassemble entre acteurs d'un même secteur et on travaille ensemble avec un ou plusieurs cabinets pour avancer sur le déploiement de la CSRD. Et c'est le cas de certains secteurs, soit on fait appel via des benchmarks et des analyses sectorielles à des informations plus larges. Le 5e point, c'est aller à la rencontre des expertises internes et externes. On se rend compte que parfois on est un peu démuni devant certains sujets en fait. On n'a pas forcément la compétence. On accompagnait un groupe qui fabrique des machines, la matière première principale c'est de l'acier. Eux, ils fabriquent des machines, ils achètent de l'acier. Vous imaginez bien qu'ils ne l'achètent pas directement à la personne qui l'a extrait. Et donc, il y a plusieurs intermédiaires. Pour comprendre la chaîne de valeur de l'acier, pour comprendre les impacts de l'acier, on a besoin d'aller poser des questions à des experts internes ou externes. Donc, ouvrir le champ de la réflexion, et Rémi l'a dit, c'est aussi un des apports de cette démarche et de cette directive, c'est qu'on a une vision plus large de l'entreprise et de ses activités, et donc de sa chaîne de valeur aussi, à l'issue de ce travail-là. Le 6e point, c'est formaliser en détail sa chaîne de valeur. Pareil, on pense qu'autour de la table dans une entreprise, tout le monde a le même niveau d'information et de compréhension de la chaîne de valeur. Mais finalement, quand on se met à la formaliser, on s'apprend plein de choses les uns les autres, premièrement. Deuxièmement, quand on travaille ensuite sur la réflexion sur les risques et les impacts, on a ce document qui nous aide à nous cadrer quand on se pose les questions, quels sont mes risques, quels sont mes impacts. On peut passer en revue chaque maillon de la chaîne de valeur et ça va nous faire identifier des choses très intéressantes. Après, vous verrez bien ce que vous publierez. Avant-hier, j'étais chez un client qui disait « Oui, mais moi, je ne vais pas donner tout le détail de ma chaîne de valeur à mes concurrents. » Là, on parle de documents internes. On n'est pas encore dans la publication. Et en interne, c'est très utile. Le 7e point, c'est de définir vos échelles de cotation des impacts, risques, opportunités. Les définir, ça veut dire quoi? Ça veut dire les quantifier quand c'est possible. Et ça veut dire essayer de les préciser. Essayer pour chaque niveau de cotation de préciser ce que ça représente pour vous dans votre groupe. Ça va faciliter la cotation. Le 8e, c'est exclure les data points non pertinents et utiliser les dispositions transitoires. Le chiffre qui fait peur à tout le monde, c'est qu'il y a 1200 data points. Au secours! Personne n'a envie d'entendre ça. Même un consultant et pas un auditeur et pas une entreprise. Donc surtout, soyez critiques. Et ça sert à ça, la réflexion sur la double matérialité, c'est garder ce qui est pertinent, écarter ce qui n'est pas pertinent. Et on indique aussi ici, utiliser les dispositions transitoires prévues par le législateur pour vous donner de l'air ou en tout cas de la marge de progression. Voilà. Il y a un certain nombre d'informations en fonction des seuils des tailles des entreprises qui ne sont pas obligatoires la première année. Utilisez ça. Le 9e point, c'est de prioriser les informations à produire pour son premier rapport. Parce que même en triant les data points pertinents et même en utilisant les dispositions transitoires, peut-être que vous ne pourrez pas produire toutes les informations attendues dans votre rapport de durabilité. Et ça va être le cas de très nombreux groupes en fait. Des groupes qui sont partis il y a 2 ans, qui sont soumis en 2024, témoignent sur le fait qu'ils n'auront pas tout dans leur premier rapport. Et en fait, il faut garder ça comme une démarche de transparence, on l'a dit au tout début, de transparence et d'axe de progression. Donc, prioriser et on va dire, il vaut mieux faire bien et s'approprier correctement certains sujets et embarquer dans l'entreprise sur certains sujets et en laisser d'autres pour l'année 2, plutôt que de créer des résistances internes qui derrière sont très difficiles à lever. Et le dernier point, c'est assez évident finalement, c'est de valoriser votre existant. Et pour valoriser votre existant, il va falloir passer par une phase d'appropriation du contenu des normes. Et l'appropriation, c'est un mot gentil ici pour recouvrir le fait que ces normes, quand on les lit, elles ne sont pas toujours super pédagogiques, elles ne sont pas très intelligibles. Même l'organisation des informations au sein de la norme n'est pas d'une immense clarté, en tout cas quand on n'a pas les clés. Donc
prévoyez du temps d'appropriation du contenu des normes, c'est-à-dire du temps d'appropriation des attendus d'information dans votre rapport. Et c'est comme ça que vous valoriserez au mieux votre existant. Voilà. Ça, c'était 10 conseils à garder en tête. Maintenant, à vous la parole. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y en a dans le chat? J'ai pas regardé comme c'est moi qui partage la présentation. Lucie, est-ce que tu vois s'il y a des questions dans la conversation? Oui, il y en a une. Comment va se faire la comparabilité des rapports entreprises alors même que le seuil de matérialité est défini par chaque entreprise? Alors, c'est une bonne question, hein. Il faut se dire que, en même temps, le normalisateur, le législateur est dans une démarche de comparabilité et d'homogénéité des informations. Et en même temps, avec cette première étape de double matérialité, il laisse aux entreprises la main, selon un process qui va être audité par un tiers indépendant, mais il laisse aux entreprises la main pour déterminer les informations qui sont importantes, matérielles. Et le seuil en lui-même, il va être différent, mais en fait, la manière de coter va être différente. Par exemple, on a vu on a vu sur le graphique que c'était noté sur 4 et que le seuil était à 2, mais il y a des entreprises qui ont peut-être noté, peut-être que leur échelle de cotation les amène à avoir une notation qui va être sur 6 ou sur 9. Donc, de toute façon, la manière de coter, les échelles de cotation seront différentes, les seuils seront différents, et les entreprises auront à expliquer dans leur rapport de durabilité comment est-ce qu'elles ont fixé leur seuil. Pourquoi est-ce qu'elles l'ont mis à 2 et pas à 2,5 ou à 1? Et ça aurait fait évidemment ressortir des impacts et des risques différents. Donc, je rejoins probablement ce que j'imagine pense la personne qui a écrit la question. Il y a de la subjectivité dans tout ça. Et en même temps, dans l'extra-financier, c'est pas possible de faire autrement. Et tout ça sera audité, je le redis. Allez-y pour les autres questions. Il y a une main levée. Oui, alors je m'appelle Valérie. Alors d'abord, je tiens à vous remercier parce que je trouve que c'est vraiment très concret ce webinaire. Moi, j'ai une question pour Rémi et Valérie là, d'EBRA et de DMS. C'est en faisant tout ce travail sur les impacts positifs, négatifs, sur votre chaîne de valeur, sur les parties prenantes, la double matérialité, etc. Est-ce que vous avez vu que ça entraînait des nouveaux projets? Donc, je laisse un peu de côté la CSRD, mais un impact sur vos métiers et des nouveaux projets pour aller atteindre des objectifs peut-être différents, hein. On entend que vous vous êtes posé des nouvelles questions quand vous avez préparé les questionnaires, etc. Pour permettre à votre entreprise de développer son impact positif. Est-ce qu'il y a eu, alors c'est peut-être trop tôt, mais est-ce que vous voyez qu'il y a des choses qui apparaissent? Alors, chez nous, vas-y Valérie. Non, vas-y, j'ai là. Chez nous, oui, déjà maintenant. Ce qui est important, Iris l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas se dire qu'on rentre dans un projet CSRD. On démarre la CSRD et en fait, ça ne s'arrête plus. Et effectivement, la première année, vous n'êtes peut-être pas parfait. Et moi, j'avais en tête au départ qu'on allait peut-être refaire une démarche d'audit CSRD et de remise en cause tous les 3 ans. Mais voilà que notre actionnaire nous impose déjà une revue tous les ans. Et comme vous êtes en train de faire votre plan d'action en conséquence de la CSRD, en fait, vous prenez un rythme, vous transformez votre démarche de RSE et de projet d'amélioration RSE en projet CSRD et d'amélioration continue CSRD. Chez nous, peut-être parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, notre empreinte carbone, c'est 50% d'industriel. Ce qui est clair, c'est qu'il faut qu'on améliore le scoring fournisseur. Et 2025, on a déjà en tête qu'on va devoir changer la manière de faire notre scoring fournisseur qu'on avait fait en 2021, qu'on a suivi de manière très légère. Mais il va falloir l'accentuer. Il faut mesurer leur empreinte carbone, leur maturité dans le sujet et les suivre annuellement et pas comme on l'avait prévu tous les 3 ans. Donc effectivement, ça met en place des organisations aussi où en interne, chez EBRA, maintenant, il va y avoir des référents ESG qui vont accompagner le commerce sur la manière de vendre tout en décarbonant. On est assez avancé sur l'événementiel. Aujourd'hui, les commerciaux sont tous formés aux impacts climat pour que dans leur proposition commerciale, ils évitent que les clients fassent de la gabegie qui n'a pas de sens dans la présentation d'un événement.
Ça, c'est un exemple. Et on va faire la même chose en accompagnant le commerce de la publicité avec une calculette carbone pour qu'ils puissent, au moment du devis, avoir un débat sur le carbone avec le client. Merci beaucoup, Rémi. Valérie, Alors, tu as un... ouais, chez nous, évidemment que de réfléchir fait naître de nouveaux projets et je pense que c'est quand même l'intérêt aussi de cette norme, clairement, au-delà de la comparabilité, c'est finalement faire évoluer ce qu'on fait et donner aux personnes qui le lisent la capacité de décider finalement où acheter et comment agir avec ces personnes-là. Donc oui, il y a évidemment des choses qui vont être développées, comme par exemple, je sais pas, la formalisation de certaines choses qu'on fait qui sont pas écrites. Je rappelle qu'on est une PME, donc on n'a pas encore tout qui est écrit de la même manière qu'une très grande entreprise. Donc formaliser certainement plus certaines choses, mais une grande conscience était déjà là des sujets RSE chez nous. Aujourd'hui, on est déjà noté par Etifinance à 7 sur 10. Clairement, c'est pas quelque chose de nouveau pour nous et ni dans notre manière de faire le business. Il va y avoir tous ces projets finalement d'amélioration de ce qu'on fait, de récolte d'informations et donc quelque part ça nous amène aussi. Et ça, c'est quelque chose d'assez lourd pour nous maintenant, c'est d'arriver à mettre un reporting des informations extra-financières efficaces en place. Et ça, c'est pour moi le sujet qui est devant moi sur les 12 prochains mois avant d'aller rédiger quoi que ce soit, c'est m'assurer que finalement, pour les zéros significatifs qu'on a, l'information remontera correctement et surtout de manière efficace si on doit la produire chaque année. Merci Valérie. Je vois qu'il y a plusieurs questions dans le chat. Il y en a une. Globalement, les entreprises françaises sont-elles prêtes à publier Point d'interrogation. Et les entreprises européennes et les auditeurs Point d'interrogation. Alors moi, je peux juste m'exprimer sur les entreprises françaises. Ce qui est clair, c'est que les entreprises françaises cotées sur un marché réglementé, ce qui ne veut pas forcément dire que c'est des gros groupes, hein. On peut être 200, 300 personnes et être coté sur un marché réglementé, sont prêtes à publier, oui. Les entreprises, elles sont soumises en 2024. Celles qui sont soumises pour l'exercice 2025, il y a une étude qui a été faite au printemps, avant l'été, qui indiquait qu'il y avait à peu près la moitié des entreprises qui n'étaient pas au courant qu'elles étaient soumises. Donc, il y a du boulot encore. Les entreprises européennes, ce que je sais pour faire partie, donc nous on s'appelle PKF Arcelon. Arcelon, c'est le nom du cabinet en France. PKF, c'est le nom du réseau international auquel on appartient. Et on est présent dans plus de 150 pays. Et dans tous les pays européens, j'ai des confrères et des consoeurs qui travaillent sur ces sujets-là avec leurs clients. Donc ça bouge dans tous les pays européens, ça c'est sûr. Les auditeurs en France, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes a mis en place un programme de formation, dans lequel d'ailleurs moi j'anime certaines formations, notamment sur la double matérialité et la chaîne de valeur. Et il y a plus de 3000 commissaires aux comptes, personnes physiques, qui se sont inscrits sur la première année. Donc après, est-ce que avoir suivi le module de formation, ça veut dire qu'on est tout de suite opérationnel? C'est une autre question. Mais il y a quand même aussi des acteurs qui ont un peu d'expérience sur le sujet de l'audit extra-financier. Et les autres ont encore un peu de temps pour se former et pour s'expérimenter. La deuxième question, c'est quelle différence entre Hero et DataPoint? Vas-y, Charles. Non, je disais, c'est la dernière question parce qu'il est déjà midi et qu'on Ouais. a l'habitude de terminer nos webinaires à l'heure. Donc, si vous avez aussi plein d'autres questions, n'hésitez pas. On va vous envoyer après cette réunion, on va vous envoyer nos coordonnées évidemment. N'hésitez pas à reprendre contact avec nous pour affiner certains points. Peut-être juste pendant que tu réponds à la dernière question, tu peux juste passer les slides pour mettre nos prochains webinaires aussi, Ouais. pour vous puissiez aussi vous enregistrer pour les prochains. Là, vous avez des QR codes pour aller vers des questionnaires sur la CSRD. Là, vous avez les prochains événements de Positive Company, ici. Donc, un webinaire sur l'industrie durable et la présence à ProDurable avec une conférence sur les achats responsables. Ici, vous avez les prochains événements de PKF Arcelon avec notamment les conférences Arrêter des comptes qu'on fait chaque année. Sur la question sur la différence entre les IRO et les data points, vous allez rentrer un peu dans le sujet de la CSRD et vous allez comprendre que les IRO, c'est impact, risque, opportunité. Ça, c'est au moment de la réflexion sur l'analyse de double matérialité. Je vais identifier, vous pourrez remonter dans les slides, il y en a un plutôt en début de présentation où on en parlait, identifier quels sont les risques et les opportunités pour mon entreprise et quels sont les impacts, positifs ou négatifs, que mon entreprise et sa chaîne de valeur ont sur l'environnement, l'humain, la société. Ok. Les data points, c'est quoi? Les data points, c'est quand je vais à l'intérieur des normes SRS
qui ont pour fonction d'indiquer tout ce qui doit être présenté dans votre futur rapport de durabilité qui est à diffuser chaque année. Les data points, c'est un découpage de ces normes en fait. C'est-à-dire qu'il y a un texte, un document PDF que vous allez consulter qui reprend toutes les informations qui doivent être dans le rapport de durabilité sur un thème en question, la biodiversité par exemple. Et toutes ces informations, elles sont découpées en morceaux d'informations ou en informations individuelles. Et c'est ça les data points. Voilà. Merci beaucoup Iris. Ce que je vous propose, on va rester l'enregistrement. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne 3 minutes de questions-réponses pour ceux qui le désirent. Et puis, on remercie évidemment nos intervenants pour avoir préparé ce webinaire. Ça ne se fait pas tout seul, c'est beaucoup de travail aussi en amont. Donc, merci beaucoup à Rémi, à Valérie, à Iris, à Isabelle qui a organisé tout cet atelier et Lucie. Et puis, on vous donne rendez-vous dans pas très longtemps pour les prochains rendez-vous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et merci encore pour vos engagements sur ces sujets qui sont fondamentaux.